Bonjour à tous, aujourd'hui, première FAQ de la chaîne. Alors comme je viens de vous le dire, première FAQ, d'abord un gros merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires ou qui ont posé des questions. J'ai pris quelques notes évidemment, je ne pourrais pas me rappeler de tout. Bien installé, petit verre d'eau, cigarette électronique, donc on va prendre le temps tranquillement de répondre à vos questions. Donc pour commencer, j'avais mis une petite photo de souffleuse, la machine qui nous permet d'évacuer la neige dans ma région. Juste un petit commentaire pour notre ami, son nom est un peu long, mais Jean-Issou Yatangaki de Montjoie, la Sainte-Chancla, qui me dit que ça a l'air d'être marrant, mais que si on fait ça à longueur d'année, ça doit être moins drôle. Donc ça dure à peu près 5 mois l'hiver ici, puis on n'a pas de la neige tous les matins, bien au contraire. Je peux te dire qu'avant je faisais ça à la pelle, et que depuis que j'ai cette machine, je suis très content de mon investissement. Et à chaque fois que je la sors et que je commence à souffler le terrain, on appelle ça souffler, dès que je commence à souffler la neige du terrain, à chaque fois je me remercie d'avoir fait cet achat qui était très judicieux et qui économise pas mal mes vertèbres. Un petit coucou à notre ami de la chaîne 50 nuances de DC. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Une bonne chaîne, fait des bonnes vidéos, mais elle a un gros défaut, et je lui ai déjà dit, c'est qu'elle n'en fait pas assez souvent, mais bon, elle a une bonne excuse. Juste lui dire que effectivement les igloos ça peut être pas mal, mais il y a d'autres techniques plus simples, plus rapides à mettre en œuvre pour être capable de se faire un abri en période de neige comme ça. On verra peut-être ça dans les vidéos plus tard, même cette année il n'y a pas assez de neige forcément pour faire quoi que ce soit d'intéressant. Un petit coucou à notre ami Argos, un petit coucou de la part des Shadok, on comprendra pourquoi. Et puis notre ami Léo Ederne qui me dit que chez lui c'est plutôt de la pluie, en Bretagne, ici tu vois c'est de la neige. Alors on commence dans la partie questions. Un ami Christophe qui me demande si tu n'avais qu'un seul objet, que pour un seul objet à prendre, quel serait cet objet? Ça c'est une question un peu piégeuse. Un peu difficile parce que forcément un seul objet c'est abandonner tout le reste. Puis j'ai triché un petit peu. Je me suis rabattu sur le Jungle King couteau d'Aitor. Alors pourquoi le couteau? Parce que il a un avantage, c'est qu'il rassemble un petit peu de matériel. C'est-à-dire qu'il y a de la paracorde autour de l'étui, il y a de quoi l'aiguiser à l'arrière. Il y a également un deuxième petit couteau à l'intérieur. Puis un allume-feu avec magnésium. Voilà, donc tant qu'à avoir un seul objet, au moins avec celui-là, j'aurai au moins une lame intéressante, de quoi allumer un feu, et puis un peu de paracorde pour essayer de faire quelque chose. Bon, c'est pas forcément la meilleure des options d'avoir qu'un seul objet, mais je pense que je m'orienterai vers celui-là. Une question de notre ami Pascal de la chaîne Breaking Normality, Pascal Breaking Normality. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous conseille d'aller la voir. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, qui me demande quelle est pour moi la meilleure corde. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des cordes, mais j'affectionne tout particulièrement la paracorde multibrin. C'est qu'il y a également dedans un brin qui peut servir d'allume-feu, un brin plus fin, élastique un peu, qui va servir peut-être aussi pour la pêche. Voilà. Je trouve à la paracorde pas mal d'avantages, pas mal d'intérêt, sa résistance, etc. Mais pas seulement. J'aime bien aussi ce genre de corde, tout simplement, la bonne vieille ficelle, qu'on va utiliser, je pense, assez fréquemment quand c'est pour attacher quelque chose un peu à fond perdu qu'on va laisser. Si vous attachez vos tomates, par exemple, vous n'allez pas les attacher, vos plants de tomates, vous n'allez pas les attacher avec de la paracorde, mais avec ce genre de ficelle. La question de Pascal continue. Là aussi, c'est un choix difficile. Quels sont pour toi les 3 objets de luxe que tu prendrais avec toi dans un contexte dégradé? Alors, 3 objets de luxe. J'en déduis que c'est des objets qui seraient un petit peu surnuméraires ou qui donneraient des options peut-être que ne donneraient pas les objets de base.
Alors je vais rester quand même fidèle à ma tradition puisque je suis quand même assez souvent orienté couteau et armes. Et je vais revenir encore dessus, mais effectivement je vais reprendre encore le bon vieux Jungle King pour ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire le fait qu'il rassemble plusieurs objets en un. Ça peut être un complément, ça peut être quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un en cas de nécessité. C'est quelque chose qui offre quand même un minimum, avec la possibilité de faire du feu, la corde, etc. Ça offre un minimum de possibilités dans l'éventualité où on perdrait le sac, où on serait obligé de l'abandonner. Deuxième objet de luxe, désolé, mais je reviens à mes premiers amours. J'irai sûrement avec cette petite carabine, celle-là ou une autre, mais un petit modèle 22 long rifle, semi-auto. Bon, crosse synthétique, petite arme très légère, pas chère, qui permet quand même de faire des tirs tout à fait convenables à une centaine de mètres. Donc possibilité de petite chasse au petit gibier. Puis elle a un avantage non négligeable, c'est un chargeur de 30 coups. Donc ce qui permet d'avoir quand même du répondant devant soi. Bon, un petit inconvénient avec le chargeur de 30 coups, ça devient à ce moment-là un petit peu plus encombrant. Donc peut-être que j'opterai pour un autre modèle de 22. J'ai du choix à la maison. Donc voilà, ça serait mon deuxième objet de luxe. Enfin, mon troisième objet de luxe, j'y ai pensé dès le début, mais je ne l'ai pas encore sous la main parce que c'est quelque chose que je vais régler au printemps. Ce serait des graines. Eh oui, des sacs de graines, donc dans des sacs isolés, étanches, etc. Pour être capable d'avoir sur soi de quoi planter par la suite, si un événement majeur devait arriver. Mais je vais m'attaquer à ça au printemps. C'est-à-dire qu'au printemps, je vais en commander, je vais en profiter pour planter avec certains échantillons, pour voir la capacité, le taux de réussite que je peux obtenir. Et puis, si mon avis est favorable, à ce moment-là, je me constituerai un petit stock comme ça, qu'on peut éventuellement transporter avec nous. Mais vu que je ne les ai pas, donc on ne va pas les considérer. Je dirais donc que pour le troisième objet, je me suis rabattu sur quelque chose que tout le monde a, mais qui dans ma situation correspond peut-être justement à un objet de luxe. Nous ici, l'eau, c'est vraiment pas un problème. J'ai des centaines et des centaines de litres d'eau à portée de tir, à portée de la main, de par la présence de la neige, même si c'est pas forcément l'eau qui contient le plus d'éléments essentiels. C'est une eau assez neutre, un peu comme l'eau déminéralisée si vous voulez. Mais malgré tout, on est capable d'obtenir de l'eau. J'ai des rivières, j'ai des lacs à proximité à pied, donc un accès facile à l'eau. Maintenant, ça sous-entend quand même le temps d'aller la chercher, marcher, peut-être la purifier, etc., bouillir et comprimer, tout ça. Donc l'objet qui n'est pas primordial, mais qui permettrait de gagner du temps, ce serait, ce que vous avez sûrement presque tous, le fameux filtre Sawyer. Alors, moi, c'est tout dans des pochettes. J'ai la manie de ranger les choses dans des pochettes séparées, de les classer par groupe, etc. Donc, vous le connaissez sûrement. Avec sa petite pochette qu'on peut remplir, qui est vraiment pas pratique à remplir d'ailleurs, mais qui peut être remplacée par n'importe quelle petite bouteille de soda que vous allez pouvoir récupérer. Le filtre qui va se placer simplement dessus, et la possibilité de boire directement de l'eau, donc qui va être débarrassé de certaines choses, mais pas de tout, mais enfin qui va faire quand même le travail, ou la paille qu'on place directement à l'extrémité ici, et puis on peut boire, voilà, et on peut boire directement à la rivière ou directement à la cascade, etc. Voilà, ça serait finalement, je pense, mes trois objets de luxe. Petite question de notre ami Xéorion. Xéorion. Depuis quand te prépares-tu en tant que survivaliste? As-tu atteint un niveau suffisant selon toi? Je ne peux pas vraiment dire depuis quand je me suis intéressé au survivalisme. Depuis quand j'ai l'impression d'avoir toujours été, comme je l'avais expliqué dans la rencontre avec Argos, dans la vidéo du haut de survie sur sa chaîne. Excusez, on va boire un coup. Donc je ne peux pas dire que j'ai décidé un jour de commencer à me préparer. Ça fait partie un peu de mon éducation,
peu de la vie de chacun. Dans ma situation, j'étais dans un village, dans l'arrière-pays d'une grande ville, et forcément on avait un rythme de vie, une façon de vivre qui était un petit peu différente. Le fait d'avoir de la nourriture à la maison, d'avoir un peu des stocks, aussi bien les produits d'entretien que la nourriture, l'eau, etc., ça faisait partie de nos vies, de notre façon de fonctionner, de produire un peu des légumes, de produire un peu des fruits, etc. Ça faisait partie aussi de notre quotidien. Donc c'est quelque chose qui me paraît normal, que j'ai l'impression d'avoir abandonné à un moment parce que la vie nous amène en appartement, nous amène à des situations différentes, et j'ai simplement un peu renoué avec ces racines. Donc voilà, je ne peux pas vraiment dire que j'ai un point de départ, un jour, une grande révélation ou une prise de conscience subite qui a fait que tout d'un coup j'ai basculé dans le survivalisme. Pour moi, c'est quelque chose qui me paraît évident. Et en même temps, comme ça me paraît évident, peut-être je suis moins extrémiste aussi dans la préparation. Voilà, mais ça c'est un autre débat. As-tu atteint un niveau suffisant selon toi? Non, 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 non. Si quelqu'un pense avoir atteint un niveau suffisant, c'est forcément, à mon sens, c'est forcément qu'il se trompe. La préparation, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Mais c'est pour ça qu'il faut la faire tranquillement, qu'il ne faut pas partir en panique et aller dans tous les sens. C'est parce que c'est quelque chose qui se fait dans le temps, qui se fait à long terme. Être prêt à avoir un sac d'évacuation, de la nourriture, etc. Oui, mais ok, est-ce que tu as du solaire? Est-ce que tu es indépendant au niveau de l'énergie? Est-ce que tu as un deuxième point de chute? Est-ce que tu as... Je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Est-ce que tu maîtrises tous les aspects de la survie? Est-ce que tu maîtrises, je ne sais pas, le déplacement avec une carte et une boussole? Est-ce que... Voilà, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à connaître, que c'est un domaine qui nous intéresse. Et je pense que c'est plus le chemin qui nous intéresse que vraiment la destination. C'est d'apprendre, c'est d'augmenter nos connaissances, et puis par là même d'augmenter aussi notre capacité de résilience et de réaction face aux événements. Donc je pense que non, on n'est jamais prêt complètement. On va passer à la question suivante. Le Suisse prévoyant, notre chaîne intéressante. Si, alors j'ai comme question suivante, pourquoi avoir ou pas fait le choix de montrer ton visage? Y as-tu pensé en commençant ta chaîne? Alors oui, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Je vais vous dire que la première chose qui va déranger les gens qui se lancent, les personnes qui se lancent comme ça dans les vidéos, qui vont faire des vidéos publiques, qui traitent de survivalisme, c'est de ne pas se faire reconnaître dans leur milieu de vie. C'est-à-dire que les voisins, les amis, les collègues de travail ne sachent pas, ou la famille, ne sachent pas que la personne est rentrée ou a toujours été ou est intéressée par le survivalisme. Dans mon cas, les vidéos que je fais sont à la grande majorité visionnées en France, par des Français. Et je suis à plus de 6000 km de chez vous. Voilà, donc il y a peu de chances que je rencontre des gens qui m'ont vu en vidéo dans la vie de tous les jours. Et puis, même si c'était le cas, ben oui, je l'assume complètement. Je fais ces vidéos, je pense que je fais rien de mal, je pense qu'on n'est pas forcément des allumés, des paranos, des gens qui ont le doigt sur la gâchette prêts à tirer. Je pense qu'on est simplement des gens prévoyants. Donc je ne fais pas la publicité autour de moi, j'en parle pas. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo récemment, la vidéo sur le survivalisme, en parler ou pas. De mon côté, j'en parle pas, mais si quelqu'un devait m'approcher en me disant qu'il a vu une de mes vidéos, j'aurais pas de problème avec ça. Le côté black prepper qu'on entend aussi, c'est-à-dire éventuellement des gens qui pourraient rechercher des informations par YouTube ou d'autres systèmes comme Facebook, Instagram, etc., pour essayer de localiser des gens qui auraient du matériel et en cas de dégradation ou d'effondrement, d'aller leur piquer le matériel. Je vous dirais que peut-être en France, peut-être plus en Europe, ici, c'est pas quelque chose qu'on ressent réellement. Les gens ont une habitude d'une certaine solidarité, au contraire. C'est pas une généralité, mais globalement, on a l'habitude d'une certaine générosité, oui, on peut le dire aussi, mais de soutien, etc. Le pays est suffisamment grand pour être capable de s'isoler, pour être capable de s'éloigner de tout si on devait en avoir la nécessité. Donc
Non, j'ai pas de crainte particulière sur ce sujet, puisque je vous dis, je suis vraiment très loin de ceux qui me regardent. Donc, j'ai pas de problème et je l'assume complètement. Notre ami Nico, de la chaîne Nico Firearms. Alors, si vous ne le connaissez pas, ça m'étonnerait, mais allez voir sa chaîne et abonnez-vous. Alors, il nous pose plusieurs questions. Donc, je participe. Pourquoi on voit souvent les survivalistes avec 15 couteaux? Alors c'est vrai, j'ai tendance à montrer trop de couteaux. Trop d'armes, trop de couteaux. Pourquoi? Parce que j'aime bien ça. C'est assez simple. Donc j'ai tendance à les montrer. J'ai tendance à montrer les différentes options, comme pour le sac d'évacuation par exemple. J'ai montré une ribambelle de couteaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir tout ça sur soi. Ça veut dire que pour tous ceux qui aiment les lames, tous ceux qui connaissent un peu les lames, on pourrait dire que presque chaque couteau a son utilisation, son utilité et sa particularité. Donc c'est de faire des choix, donc j'ai tendance à les montrer pour vous montrer ce qui existe ou vous montrer ce que j'ai à portée de main, mais ça ne veut pas dire pour autant que je conseille de partir avec l'ensemble. Je ne pourrais pas partir avec tous mes couteaux, et il me faudrait un sac de 45 litres rien que pour ramener mes couteaux. Donc si je devais partir de la maison rapidement, vous savez que dans le sac d'évacuation, je vous l'ai montré déjà, dans mon sac d'évacuation, j'ai déjà 2-3 couteaux qui sont là, dont un couteau de combat qui est en extérieur, qui peut s'enlever très vite. Voilà. Maintenant, si la situation était différente, je pourrais, selon la situation, je peux moduler sans aucun problème mon choix de lame, voilà, et puis décider de prendre telle ou telle lame. C'est la même chose pour les armes à feu. Les armes à feu sont sécurisées comme d'habitude, voilà, sans aucun problème, à proximité du sac d'évacuation. Et en cas de nécessité, je pourrais partir avec une arme à feu, mais je ne vais pas partir avec 5 fusils sur les épaules. Ça ne serait pas très judicieux. Est-il utile ou bon d'avoir un Leatherman, un Leatherman? Alors oui, je pense que c'est pas mal, ça peut être un outil de dépannage, étant donné qu'on ne va pas avoir une caisse à outils avec nous, d'emmener des pinces, d'emmener des tournevis, d'emmener, non, ça commence à faire beaucoup. C'est un petit outil, ouais, qui peut être sympa. J'en ai un dans mon sac d'évacuation. Voilà, je ne peux pas dire que ce soit mon outil principal, je ne peux pas dire que j'adore ça, mais effectivement, ça peut être utile. Ça ou un couteau, je prendrais le couteau. Plus orienté lame. Mais un multitool comme ça, un bon petit multitool dans le sac, c'est pas excessivement lourd et puis ça peut être utile. Alors, question toujours de Nico, qui a posé plusieurs questions. Pourquoi on est pris pour des fous? Pourquoi ça ne fait pas réfléchir plutôt les gens? C'est simple, c'est qu'aujourd'hui on juge de beaucoup de choses selon ce que vont nous donner les médias. Les médias, la télé généralement, mais pourquoi pas aussi les journaux, Internet, etc. On juge très vite avec très peu d'informations. Donc le très peu d'informations qu'on va avoir, généralement, c'est une information que les médias vont nous donner parce qu'elle est choc. Je pense que c'est beaucoup moins vendeur pour eux de faire la tournée des survivalistes qui ont simplement des panneaux solaires et qui vivent de façon quasiment autonome, qui récupèrent l'eau de pluie, qui font leur plantation et leur propre élevage. C'est beaucoup moins vendeur que de trouver quelqu'un qui, comme on a pu le voir récemment sur Facebook, une personne que je ne connais pas du tout, je ne sais pas s'il a été piégé ou pas, j'ai aucune idée là-dessus, mais qui nous expliquait qu'il avait ses armes et qu'il avait hâte que ça dégénère pour être capable de tirer. Voilà, ce genre de personne, forcément, enfin ce genre de reportage, encore une fois, je ne connais pas la personne, mais ce genre de reportage, évidemment, c'est beaucoup plus vendeur. Et c'est ce qui va être envoyé, c'est ce qui va être donné comme seule marchandise explicative concernant le survivalisme aux gens, et les gens vont se récupérer cette information-là et vont se faire un point de vue ferme et définitif sur le sujet. Alors, ça peut aller aussi plus loin que ça. Je peux te dire que, par exemple, pendant la guerre froide, aux États-Unis, les gens qui ont construit des bunkers, qui prévoyaient la bombe atomique, avec des mois, voire des années de stock de vivres, etc. Donc, on a quand même, on va dire, derrière nous, peut-être un passif. On est les descendants de ces gens-là qui voulaient faire peut-être des bunkers. Enfin, du moins, c'est des descendants dans l'imaginaire collectif, quoi, dans
dans l'image d'Épinal, parce que en réalité, je pense qu'on est plutôt les descendants des paysans. On est les descendants des gens qui vivaient à la ferme, des gens qui vivaient une certaine autonomie, une certaine résilience, voilà. Mais dans l'opinion publique, on est les descendants des gens qui voulaient avoir des bunkers et se préparer à la Troisième Guerre mondiale, et on reste dans la catégorie des gens suréquipés, armés. L'image d'Épinal, du survivaliste qui est assis sur ses stocks de nourriture, avec sa carabine à la main, en tenue kaki, prêt à tirer sur tout ce qui va bouger. Alors que quand on gratte un peu, et puis quand on cherche un petit peu, on se rend compte que ça correspond pratiquement pas à la réalité du survivalisme. Il y a peut-être quelques cas comme ça, mais l'immense majorité des gens sont des gens tout à fait normaux, qui travaillent normalement, qui vivent normalement, bon, mais qui se disent simplement que si la situation devait se dégrader, que ce soit peu ou beaucoup, c'est des gens qui veulent être capables d'avoir un certain répondant. Voilà. Mais ça, c'est pas une image très vendeuse, c'est pas une image que les médias vont mettre en avant. Donc dans la population, on est perçu comme des allumés. Si je débute, je commence par le Inch, le Bob, ou pourquoi pas autre chose, ou les deux. Alors, si tu commences, il faut commencer par le Bob. Le Inch, c'est autre chose. On n'est pas en mode on part de la maison, on ne revient pas. Il faut commencer, à mon sens, par couvrir les dangers dans la pyramide des risques, du moins ma pyramide des risques, celle de la vidéo par exemple. Moi, dans les risques du premier niveau, c'est des risques où on revient à la maison. Donc déjà, si on était tous capables de couvrir le premier niveau, c'est-à-dire une petite évacuation, un petit problème, une inondation, une évacuation, un incendie à proximité, comme malheureusement en Australie, voilà, tous ces phénomènes-là qui font qu'on peut être amené à partir quelque temps de la maison, mais on va revenir, c'est le Bob qu'il va nous falloir. Maintenant, ton Bob, s'il évolue d'une certaine façon, à un moment, il te permettrait d'avoir le matériel, peut-être pas aussi complet, mais d'avoir quand même une bonne partie du matériel qui correspondrait à un « on ne revient pas à la maison ». Voilà. Mais de toute façon, je pense que, et je l'ai un peu développé, mais je le développerai sûrement plus dans les prochaines vidéos spéciales débutants, c'est d'avoir une préparation, je dis tout le temps une préparation horizontale, c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur quelque chose en particulier et l'amener excessivement loin, mais au contraire essayer de se préparer un peu tout azimut, c'est-à-dire de couvrir un peu tous les besoins et faire monter en puissance progressivement toutes les zones que l'on couvre. C'est pas la peine d'avoir 2 ans de nourriture si tu n'as pas un seul litre d'eau à la maison. Voilà, donc c'est d'avoir une progression dans notre préparation. Il faut forcément prévoir des armes ou pas. C'est un choix. C'est certain que, en ce qui me concerne, oui. Moi, je dis qu'il faut avoir des armes. Bien sûr, légalement. Alors pour ça, c'est l'occasion d'aller s'inscrire dans un club de tir. C'est l'occasion de passer les cours, chez nous en tout cas c'est comme ça, de suivre le cours de sécurité. Et après, en allant dans un club de tir, c'est l'occasion de se pratiquer, c'est l'occasion d'apprendre à tirer correctement, convenablement. C'est surtout l'occasion d'apprendre les règles de sécurité et de bien les maîtriser, parce qu'une arme, avant tout, c'est quelque chose qui peut être très dangereux si c'est entre de mauvaises mains. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, oui, d'avoir une arme et de faire ce qu'il faut pour l'obtenir légalement, c'est un bon parcours, c'est une bonne idée. Une arme, ça va rester évidemment un moyen de défense, c'est ce qu'on voit tous en premier. Bon, mais bien avant de parler de l'arme de défense, ça va être surtout un moyen peut-être éventuellement de se nourrir en cas de nécessité. On parle de situations quand même extrêmement dégradées pour en arriver à être obligé de chasser. Donc c'est pour ça que on a beaucoup de discussions sur le choix des calibres, la 22, la 308, etc. Je pense que au-delà du choix du calibre, au-delà du choix de l'arme, automatique, semi-auto, à répétition, à verrou, etc., le fait de détenir une arme, ça représente un plus en cas de situation réellement dégradée. Je ne peux pas conseiller à ceux qui sont anti-armes de leur dire qu'il faut absolument s'armer. Si vous n'aimez pas ça, si vous avez peur de ça, c'est votre choix. Mais en ce qui me concerne, oui, pour moi, ça prend des armes. Voilà. Résistance 30 qui me disait que justement en France on était traités comme des tarés et que justement c'est pour ça qu'il souhaitait il n'en parlait pas du fait d'être survivaliste.
Oui, je comprends. Et chez nous, la situation est un peu différente. Pour avoir abordé le sujet avec quelques personnes, sans pour autant me déclarer, etc., j'ai quand même senti que les gens trouvaient ça assez logique. Alors peut-être c'est ma façon de le présenter aussi. Oh, je ne parle pas de Troisième Guerre mondiale, je parle de coupure électrique. Vous savez, quand on a eu récemment la coupure électrique, bon, ben, après au travail, dire ben, moi ça ne m'a pas dérangé parce que j'avais des bougies, lampe de poche, j'avais la radio, j'avais ci, j'avais le... Voilà. Donc on s'est fait à manger, on a écouté la radio, on a passé une soirée aux chandelles et éclairé avec les lampes de poche. Ah bah oui, c'est sympa. Oui, puis quand on parle avec les gens en partant un peu sur cet aspect-là, ben forcément ils sont tous d'accord. Voilà, on est dans le niveau 1 de la pyramide des risques. Je dirais que généralement les gens sont d'accord. Maintenant, si on passe au niveau 2, voire niveau 3, là c'est plus tout à fait la même chose. Quelle serait pour toi la durée idéale d'un stock alimentaire? C'est notre ami Loïc Mouturier qui me pose la question. La durée idéale d'un stock alimentaire. Alors là, je ne vais pas me faire que des amis, c'est que je ne suis pas convaincu qu'il soit réellement utile d'avoir des années et des années de nourriture devant soi. Je sais que c'est très tendance d'avoir des seaux, d'avoir une très grande quantité de nourriture, des stocks pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Effectivement, si vous voulez vous préparer pour des périodes aussi longues, pourquoi pas, c'est très bien. En ce qui me concerne, pour moi, la durée idéale de nourriture, ce serait à peu près d'être capable de tenir un hiver sans être obligé de taper sur l'extérieur, c'est-à-dire d'être capable de tenir un hiver en autonomie complète. Un hiver, ça représente à peu près 4 mois ici. 4-5 mois, voilà, où vraiment les choses sont les plus compliquées. Donc idéalement, ça serait pour moi d'avoir ça. Mais ça correspond à ma situation et pas forcément à la vôtre. Donc la quantité idéale, la durée idéale d'un stock alimentaire, je pense qu'un minimum c'est quelques mois, c'est d'avoir quelques mois, être capable de tenir, Argos l'a très bien dit, si simplement une perte d'emploi, si vous vous retrouvez au chômage et si vous avez 3 mois de nourriture dans votre garde-manger ou dans vos stocks, ben, ça va vous permettre pendant 3 mois d'économiser sur l'épicerie, etc. Quelle que soit la situation, je veux dire, d'avoir plusieurs mois comme ça devant vous, c'est très bien. Mais pour moi, je considère que le stock de nourriture, ce n'est pas la solution ultime. La solution, c'est d'être capable de répondre à un événement, c'est-à-dire les magasins sont fermés, plus d'électricité ou plus de stock de nourriture, plus de réapprovisionnement, d'être capable de se dépanner, d'être capable de survivre dans un premier temps, en attendant de trouver d'autres solutions. Et les autres solutions, ça sera aussi bien planter, avoir des plantations, faire pousser des fruits et des légumes, surtout des légumes. Ça peut être éventuellement la chasse si nécessaire. Voilà, donc c'est de trouver l'alternative, c'est d'avoir le stock qui vous permette de tenir jusqu'à ce que vous trouviez l'alternative pour remplacer ce qui manque. Voilà, et moi ici, ce serait aux alentours de 4 à 5 mois pour être capable justement de passer le cap de l'hiver de façon certaine. Ce qui ne veut pas dire que l'hiver on ne peut pas chasser, bien au contraire, on peut pêcher en hiver, même sur les rivières et les lacs gelés, on est capable de pêcher, on est capable des écureuils, etc., des petits mammifères, on en a de partout, des chevreuils, on en a de partout, donc l'option chasse serait quand même existante, mais je pense que ça serait ma base. Voilà, on arrive dans les dernières questions, donc notre ami Vulcain Sawyer qui me dit, qui pose la question, à savoir si le fait d'effectuer un passage dans l'armée te semble être un plus pour le monde du survivalisme. Je pense que oui. La génération aujourd'hui de l'enfant roi, qui est habitué à vivre dans un certain cocon, d'avoir peu de responsabilités finalement, le fait, quand j'étais en âge d'aller à l'armée, le fait d'être sorti justement de ce cocon et d'être envoyé comme ça de façon autonome, seul, se débrouiller face à la réalité de la vie, effectivement, je pense que c'est un plus, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, je pense. Je le vois ici avec les jeunes, la nouvelle génération. Donc, je pense qu'effectivement, le fait de nous sortir, on va dire, de cette protection familiale et nous envoyer à un endroit où on est traité en adulte et où on doit assumer nos responsabilités, puis on a des choses à faire et on doit les faire,
je pense qu'effectivement ça représente un plus. Ça peut représenter pas une déclic, mais un basculement dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. On se retrouve avec une nouvelle génération qui reste très longtemps à la maison, qui est dorlotée pendant très longtemps, qui a, en tout cas ici au Québec, un marché du travail qui est extrêmement favorable, c'est-à-dire qu'on n'a plus de sens des responsabilités, puisque de toute façon, si on travaille quelque part et qu'on perd son job, le soir même on travaille ailleurs, donc bon voilà, pas plus de prise de tête que ça. Donc effectivement, je pense que c'était à l'époque en tout cas une bonne façon de créer une espèce de séparation entre le monde de l'adolescence et le monde adulte. Chacun peut avoir son point de vue, sans avoir côté pro-militariste ou anti-militariste, mais je pense que c'était quelque chose de positif et de favorable. Vulcain Sawyer encore qui nous demande comment as-tu découvert, comment es-tu devenu survivaliste et pourquoi avoir décidé de créer une chaîne YouTube à ce sujet. Comme je viens de le dire, j'ai pas de point de départ réellement là-dessus. C'est quelque chose qui a toujours été. J'ai pas de zone de basculement, j'ai pas de prise de conscience. J'ai toujours été un petit peu là-dedans sans m'en rendre compte. D'ailleurs, j'en connaissais pas le nom même. C'était une façon de vivre qui me paraissait assez normale, sans être un ultra, mais simplement des petits principes et des petits réflexes qui étaient déjà finalement du survivalisme. C'est bien plus tard finalement que j'ai collé l'étiquette dessus en me rendant compte que ce qui m'intéressait, puis les choses sur lesquelles je me renseignais, puis les choses que j'essayais d'appliquer, finalement elles avaient un nom et puis elles avaient une mouvance, une tendance, voilà, que j'ai décidé de suivre. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Je vous l'ai dit, c'est pas une chaîne de plus, j'espère. Enfin, forcément, c'est une chaîne de plus survivaliste, mais il y en a plein. J'espère simplement que c'est la chaîne spéciale débutant qui peut être utile. Je pense vraiment aux débutants, à la personne curieuse qui vient faire un tour sur Internet, puis qui cherche un petit peu, puis qui va tomber sur des chaînes très spécialisées qui sont très bien et très utiles, mais qui vont peut-être un peu trop loin pour quelqu'un qui arrive. Cette personne qui arrive, on va peut-être lui parler, il faudrait peut-être lui parler, comme j'essaye de le faire du moins, façon simple, de problèmes concrets, basiques, et lui montrer qu'on peut se préparer sans pour autant devenir des Rambo, sans pour autant avoir un matériel de malade, mais simplement par des petits gestes simples, des petites réflexions, une façon de voir les choses, et puis que ça peut se faire progressivement, qu'on n'est pas obligé d'arriver au stade ultime dans les 3 semaines. Tranquillement, on peut chaque jour, chaque semaine, faire des petits achats, compléter un peu son stock, son matériel, puis avancer progressivement. Voilà, donc ça fait le tour un peu des questions. J'espère avoir répondu quand même pas trop mal à vos interrogations. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Et puis, si les commentaires sont favorables, on pourra renouveler l'expérience. Je pense même qu'on pourrait le faire directement en live. Donc là, j'ai juste un petit problème technique, on va dire, pour le live, mais ça devrait se régler assez rapidement. Donc ça pourrait être une autre option. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté, et puis à très bientôt.